Salut à tous sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry hashtag Henry, épisode 112. Aujourd'hui, on va parler bien sûr toujours d'entrepreneuriat, mais surtout en fin de compte de statut, de formes juridiques qui sont importants donc de connaître, même si le but c'est pas d'être un spécialiste. Là, j'ai une spécialiste, une experte qui est donc avocate en droit des affaires depuis 15 ans, qui va donc nous donner le maximum d'informations pour bien débuter donc sa création d'entreprise et pas faire d'erreurs et pas changer tous les 3 mois. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors. Learnbox, en tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnbox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnbox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux donc avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille donc d'aller donc sur le lien suivant thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24 heures sur 24 dès aujourd'hui. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, donc merci à Héloïse de Castello, donc comme j'ai dit donc qui est avocat en droit des affaires depuis 15 ans, donc il va nous donner plein de conseils pour pouvoir donc bien choisir son statut, nous montrer aussi que c'est important de passer par eux. On a donc donné des cas personnels, donc des exemples suite moi à mes créations et aussi à mes échecs, les siens aussi, parce que donc aussi en tant qu'avocate, elle a dû donc aussi des fois prendre les services d'une avocate. Donc voilà, avant de commencer, juste te demander donc de commenter, de mettre un pouce, de partager, d'aider le podcast, parce que donc ça prend du temps et il faut trouver des invités, donc si tu peux donc faire ce petit effort et donc laisser des commentaires et partager, ça va aider le podcast. Donc je te dis à tout de suite avec Héloïse. Salut Héloïse, comment tu vas? Ça va très bien, merci et toi? Merci, très bien, il fait un peu chaud mais bon, fait avec, pas se plaindre. Oui. Donc on va parler aujourd'hui donc des statuts, de tout ce qui est un peu complexe. Souvent l'entrepreneur, certains connaissent parce qu'ils ont créé des structures, d'autres ne connaissent pas. Et donc en général, on se tourne vers soit son comptable, soit son avocat. Donc je vais te laisser te présenter. Et puis ensuite, on va parler donc, sur les différents statuts selon donc, ce que veut faire l'entrepreneur. Très bien. Donc, je m'appelle Élise de Castelnau, je suis avocate depuis 15 ans, spécialisée en droit des affaires. Et donc, j'interviens notamment en droit des sociétés, droit des entrepreneurs, en fait. Et puis, j'aide, ça m'est arrivé très souvent, d'aider les gens à trouver leur statut d'entrepreneur, sachant que, hormis si on a fait le master d'HEC, il y a pas vraiment de formation en France pour un peu connaître les différents statuts d'entrepreneur. C'est souvent évoqué de manière un petit peu elliptique dans les différents cursus. Donc moi, très souvent, je suis face à des gens qui n'ont vraiment aucune idée de vers quel statut aller. D'accord. Donc tu m'as dit depuis 15 ans tu plaides, c'est ça? Plus ans que tu es Oui, avocat? c'est ça. Oui, Parce oui. que, les gens n'ont pas l'image. Donc moi, quand tu m'as parlé, je pensais que tu étais plus jeune que ça. Enfin, je dis pas que tu es J'ai âgé, mais bon. 40 ans. Ah J'ai d'accord, 40 bon, ans. on a quasiment le même âge. Voilà. Je me suis dit, Voilà. d'accord, bon, ben. Vous irez voir les images sur YouTube. Et je dis, mais c'est pas possible, elle a pas. Bon, mais 15 ans. Bravo. Donc, beaucoup Merci beaucoup. d'expérience, c'est bien. Donc, oui, donc c'est vrai que moi, j'ai pas fait un master HEC, mais bon, j'ai eu souvent des informations, mais souvent ça rentre parce que c'est beaucoup de techniques et d'écrits. Et souvent ça rentre, ça sort de l'autre côté. Donc, on va un peu détailler les statuts, surtout que ça a évolué. Malheureusement, en France, il y a beaucoup de choses qui évoluent par rapport aux structures. Oui, Euh, tout à fait. donc, on va commencer par le basique. Moi, c'est bizarrement, c'est une structure que je n'aime pas, mais j'en ai quand même une micro-entreprise. Donc, tu vas peut-être nous parler de celle-là, c'est peut-être la plus classique, la plus connue et celle qu'on conseille souvent en général. Donc, tu vas me dire ce que c'est bien, c'est pas bien. Et quels sont les statuts où on n'a pas de choix, il faut le faire, et d'autres où il faut peut-être passer à autre chose. D'accord. Alors, moi, la micro-entreprise, moi, j'aime bien parce que c'est vraiment très simple. Et moi, je trouve que ça permet aux gens, soit qui sont au chômage et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, soit qui ont une activité salariée et puis qui veulent créer une petite entreprise à eux. Ça va quand même leur permettre d'avoir un espèce de statut assez simple où ils vont pouvoir commencer à développer leur projet d'entrepreneuriat, à gagner de l'argent sans avoir à dépenser d'argent pour aller consulter un expert comptable, sans avoir à se creuser la tête pour comprendre quel statut ils veulent faire, etc. Donc moi, c'est pour ça que j'aime bien la micro-entreprise. Après, si on se sent une âme d'entrepreneur et on sait qu'on a vraiment des ambitions, ça c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des gens comme ça, surtout chez les jeunes. À ce moment-là, qu'on devienne micro-entrepreneur ou autre chose,
là, il va être nécessaire quand même de s'informer sur les grandes familles de statuts qui existent en France. Hein, des familles, il y en a deux, trois, sachant, comme tu l'as dit, que en fait, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Donc, je pense que ça sert à rien que je fasse une longue, enfin, un grand exposé technique sur les différents statuts, parce qu'en fait, le statut, on va vraiment le comprendre quand on va le vivre. Enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais voilà, quand on va vivre un statut, quand on va faire des choses administratives, quand on va remplir des documents fiscaux, ben, c'est au bout d'un an qu'on comprend vraiment le statut qu'on a et quelle est sa différence avec les autres types de statuts. Bah, Donc moi, c'est pourquoi... surtout Oui, que, surtout que selon les structures, selon ce que tu fais, des fois, on t'a pas trop le choix. On va te proposer donc de la micro-entreprise. Dernièrement, j'avais un client, j'ai plusieurs structures, moi. Je crois que j'ai deux SASU. Non, j'ai une SAS, une SASU, une micro-entreprise et une deuxième qu'on me demandait de créer. Donc, ça, c'est une question que je vais te poser après. Est-ce qu'on peut en créer deux micro-entreprises? Moi, j'aime pas pourquoi le statut, parce que tu l'as dit, je trouve que c'est pas ambitieux. Et il est vrai qu'il y a plein d'avantages à la micro-entreprise. Parce que donc il n'y a pas de TVA, mais bon, moi au contraire c'est important la TVA parce que je peux la récupérer. Mais bon, enfin, il y a plein de détails comme ça. Mais pourquoi en fait, quand je l'aime pas, c'est que souvent je trouve que certains le font, comme tu dis, ils n'ont pas un grand mindset d'entrepreneur et ils vont rester comme ça. Et pour moi, être petit, c'est pas trop bien. Faut mettre moyennement ou un peu gros, mais trop petit, on a un risque qu'on est souvent dépend d'un ou deux clients et puis demain on a un problème, voilà, on perd tout et on doit repartir à la prospection ou repartir dans le monde du salarié. Donc, dans ton descriptif, tu as bien parlé des gens qui veulent devenir entrepreneurs, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils sont. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'aime pas le statut. Mais en fin de compte, techniquement, il est avantageux quand on débute parce qu'il y a moins de risques. Voilà. Et il n'y a pas il y a pas de comptable, il y a pas de frais, on va dire. Il n'y a pas énormément de frais. voilà, c'est un petit peu moins compliqué. Et puis, il y a aussi des gens qui deviennent micro-entrepreneurs un peu parce qu'ils sont forcés. Ils ont un client qui leur dit, je peux pas vous embaucher. Ben, du coup, je vous prends en micro-entrepreneur. Donc, c'est vrai Mm. que le terme d'entrepreneur, il va recouvrir des réalités très différentes. Mais de toute façon, comme tu dis, si à un moment, vous avez là, je m'adresse aux gens qui écoutent, si vous avez une âme d'entrepreneur, il va falloir, au-delà du fait de créer une société, il va falloir s'intéresser aux questions un peu juridiques et de gestion, de toute façon. Parce que sinon, vous allez perdre de l'argent parce que vous allez mal gérer les relations avec l'URSSAF, les impôts, etc. Et de toute façon, ça fait partie de votre travail de gérer ces questions-là, sachant que, comme tu l'as dit, en France, c'est vraiment très compliqué, c'est anormalement compliqué. En plus, en France, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils font une loi de simplification, ben, mine de rien, ils vont rajouter une réglementation, ils vont changer des choses, ce qui fait en fait que l'entrepreneur, il évolue dans un monde qui change et du coup, ben, ça crée de l'insécurité en fait. Bah après, bon, pour être parler en bien du système français, c'est mieux il y a quelques années, parce que moi j'ai commencé en 2003, là, mes premières structures, ça a bien changé. À l'époque, il n'y avait même pas la SASU, je crois. Et entre-temps, même l'URSSAF était un peu plus compliqué. Je me suis même moi retrouvé à la TAS, parce que Oui. voilà, l'URSSAF a essayé de me Ben, voler. moi aussi, figure-toi. Même avocat, ça m'est arrivé. Ben, la TAS, pour ceux qui ne savent pas, je vais te le dire parce que j'ai oublié. Attends, c'est le C'est tribunal. aux affaires de sécurité sociale. Voilà. Quand vous avez un problème avec l'URSSAF, il faut se défendre parce que des fois, ils font des grosses erreurs. Même si on se déplace, on leur donne les statuts, on leur donne tout, ils peuvent se tromper, que c'est des humains, c'est quand même une usine à gaz. Et donc, ben, des fois, il faut porter plainte. Et moi, je suis passé de 40 000 euros de dette, qui en plus qui était faux, parce que je ne faisais même pas de chiffre d'affaires, quasiment pas, à 4 500 à négocier. Donc voilà, ça n'avait rien à voir. Il y a un zéro de moins, c'est quand même énorme. C'est quand Donc, même énorme. Et tu vois, tu as fait l'effort. Tu as fait l'effort. Alors, c'est peut-être parce que 40 000 euros, c'était beaucoup, mais tu as fait l'effort de leur, voilà, d'aller au tribunal, de déposer une sorte de plainte, on va dire, et puis de dire, voilà, vous êtes trompé, vous êtes trompé. Alors que moi, que j'ai plein de clients, quand l'erreur, elle est de 2 000, 3 000 euros, ils font pas l'effort parce qu'ils veulent pas mettre le nez dedans et ils perdent de l'argent. Et en plus, l'URSSAF, moi, je trouve qu'ils reconnaissent assez facilement leurs erreurs. C'est-à-dire, enfin, peut-être pas pendant ton cas, mais souvent, quand on leur dit, attendez, vous vous êtes trompé, moi, la plupart des clients qui ont des problèmes avec eux, souvent, ça se règle avant le procès, en fait. Hein. Ils disent, mais ah oui, c'est vrai. Et ça a bien puis, changé parce qu'à l'époque, c'était plus compliqué. En plus, quand on allait, oui, moi, j'allais à l'époque sur le Valois, je passais quasiment une demi-journée sur le secteur. Prendre un ticket, parler avec des gens. Donc voilà. Maintenant, ça a changé parce que maintenant, on les appelle, ils répondent. Alors, c'est rare. Ils ont un numéro à 4 chiffres là. Je le mettrai dans le show note et ils répondent, on discute. Dernièrement, j'ai eu encore un souci, mais c'était ma faute. Donc là, je l'ai avoué. Donc, tout s'est réglé assez rapidement. Donc, question par rapport à ça, parce que là, on va un peu développer et plutôt aller vers des cas concrets. Donc, techniquement, pour moi, la micro-entreprise, c'est plus pour des freelances ou pour des gens qui savent qu'ils ne vont pas dépasser les plafonds. Dès le départ, je pense qu'on peut savoir, hein, selon la structure, et si on n'a pas envie d'embaucher, on sait qu'on ne va pas dépasser, donc il vaut mieux passer par la micro-entreprise. Et aussi, si on en parle à la paperasse aussi. Hein.
Donc moi, tu vois, alors je vais donner un exemple qui n'a rien à voir, enfin qui n'a rien à voir si, parce que peut-être trop ambitieux ou trop prétentieux, je me suis dit, quand j'ai des structures que j'ai depuis 3 ans, je l'ai commencé directement en ZASU, parce que je voulais pas, en fin de compte, la micro, j'aime pas ça. Dernièrement, j'ai dû la faire parce que j'ai eu une opportunité, donc je me suis mis en micro-entreprise pour ce qu'on appelle du bizdev, pour développer donc du chiffre d'affaires comme un salarié, en fin de compte. Mais la SASU, j'ai jamais pu dépasser 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc souvent, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas mieux que je retourne, je fasse le pas en arrière de passer de SASU en micro-entreprise, ou est-ce que je reste en SASU? Tu vois, ça, c'est une question qu'on peut se poser. Même si moi, dans mon esprit, je vais rajouter un zéro dans quelques temps, je sais pas quand, parce que je galère un peu avec cette structure. Mais bon, tu vois. Et j'ai quand même malheureusement un comptable, donc ça me coûte des frais. Voilà, et je récupère un peu de TVA, mais bon, c'est pas énorme, quoi. Écoute, moi j'ai un client cette année, il était en SASU, il est repassé avec plaisir en micro-entreprise. C'est D'accord, quelqu'un qui installe des réseaux Wi-Fi pour les restaurants. d'accord, Et en fait, il était en micro-entreprise. Et puis il est passé en SASU parce qu'à un moment il a dépassé les plafonds. Et puis il s'est retrouvé avec un comptable. Enfin, il trouvait ça compliqué. Il trouvait qu'il avait énormément de choses à payer. En plus, il s'entendait pas très bien avec son comptable. Il m'a dit oui, il m'a mis en SASU parce que du coup, le comptable, effectivement, si vous êtes en SASU, le comptable, il vous fait des fiches de paie parce que vous avez un statut d'assimilé salarié. Donc, en fait, le comptable, il va gagner plus d'argent, entre guillemets, que si vous étiez en SARL. Enfin, lui, il voyait ça comme ça. Et du coup, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que je m'embête? Il a fait tous ses petits calculs. Et puis finalement, il est retourné en micro-entreprise. Mais bon, moi, comme tu l'as souligné, il y a quand même ce problème de se dire, bah, je me retourne en micro-entreprise. Donc, à un moment, il va quand même s'auto-limiter dans son chiffre d'affaires parce que il pourra pas dépasser le plafond. Et il sait que s'il le dépasse, il va repartir dans ses problèmes de SASU. Moi, je vais te dire, pour moi, je sais pas toi comment ça se passe avec ton expert comptable, mais moi, je dis toujours, il faut en rencontrer plusieurs et trouver quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on est à l'aise. Et en fait, c'est avec lui, parce que je pense que si on a un projet entrepreneurial ou plusieurs projets entrepreneuriaux, on va changer dans sa vie plusieurs fois de statut en fonction des aléas de la vie. Je pense que là, le Covid, pareil, tu vois, j'ai une cliente qui bosse dans la communication, elle est repassée micro-entrepreneur parce que pareil, elle s'en sortait pas trop avec son comptable et puis elle a gagné beaucoup moins d'argent parce qu'elle était dans l'événementiel, pardon. Donc, il faut se dire, il faut essayer d'avoir en tête un peu cette flexibilité. Alors, pas changer de statut chaque année, mais par exemple, toi, par rapport à ta SASU, est-ce que ça vaut pas le coup que tu ailles voir ton expert comptable, de faire un rendez-vous, de faire le point et puis de voir un petit peu concrètement de manière financière, est-ce que tu perds de l'argent en étant en SASU ou pas? Moi, en fin de compte, ce que j'ai fait, parce que quand j'ai créé la première année, j'avais un comptable classique qui me coûtait près de 200 euros, près de 200, non, 210 euros en TTC à l'année, hein, donc en hors taxe, ça fait un peu moins. Et on s'entendait bien, c'est rare, parce qu'en général, j'ai toujours des problèmes avec mes comptables. Là, on s'entendait bien, il m'a bien aidé, on a fait le boulot. J'arrive en fin d'année et je vois que des fois, j'ai des difficultés à le payer lui, donc déjà, ça m'embête parce que c'est la seule personne que je dois payer. Après, le reste, c'est des chiffres que je rentre pour moi, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai pas de salarié ni de freelance qui bosse pour moi. Et ensuite, en fin d'année, je veux négocier avec lui. Il me fait un mois. OK. Mais après, je me dis, j'aime pas. Je me dis, il aurait dû faire plus parce qu'il voit très bien que le chiffre d'affaires ne correspond pas et que ses coûts correspondaient à quasiment 20 ou 25% de mon chiffre d'affaires. Ça n'a pas de sens. Donc, je lui ai dit, soit tu baisses encore tes prix, soit on change. Eh ben, je suis passé par un comptable en ligne. La relation est totalement différente. Je le dis, c'est Clémentine, hein, Clémentine Compta. Ça n'a rien à voir parce que dernièrement, j'ai dû faire mes impôts. Ils m'ont dit de tout faire tout seul. En général, c'est mon comptable qui le fait. Lui, ils m'ont dit non, non, c'est pas dans nos services. Et donc, j'ai dû aller appeler les impôts, faire des papiers, rechanger le code, reprendre en main les impôts, parce qu'en général, c'était le comptable qui les faisait. Et donc, bon, j'ai dû faire une partie moi-même, mais c'est vrai que ça me coûte 90 euros hors taxe, 89 euros hors taxe par an. Donc, c'est 2 fois moins. J'ai moins de mon comptable en ligne. Je lui envoie un mail ou deux. C'est un peu comme les banques en ligne. Voilà. J'ai moins de contacts. Donc, moi, c'est vrai que j'ai plus d'expérience en entrepreneuriat. Donc, j'ai moins de questions à poser. Et que ma compta, elle est simple. Il y a des petites factures, c'est vrai. En plus des factures d'étrangers, parce que je fais une partie affiliation. Donc, il y a beaucoup de factures où il n'y a pas de TVA, parce que ça vient des États-Unis. Mais voilà, c'est pas très compliqué, on va dire. Donc, je sais pas si ça, tu vois un peu, c'est un peu un cas à part. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, il faut vraiment être, je pense, comme tu dis, flexible, tenter de voir, prévoir ce qu'on va faire. Mais par rapport à ce que tu as dit, est-ce quels sont les coûts pour passer donc de SASU ou de URL à micro-entreprise? Est-ce qu'il y a un coût? Bon, non, il n'y a pas vraiment de coût. En fait, alors il faut dissoudre sa société.
Donc ça, si tu prends un avocat pour le faire, ça va te coûter un petit peu d'argent. Mais je sais que les plateformes type Legal Start, ils le proposent aussi. Je pense que c'est moins de 500 euros, c'est vraiment pas cher. Il va y avoir des frais. Tu vas devoir payer un journal d'annonce légale pour publier le fait que tu dissous ta société. Donc je sais pas, je pense que pour Environ 500 130, euros, 130 euros l'annonce légale. Ouais. Après, ça dépend ce que tu mets voilà. en Donc ligne. Ouais. alors il y en a deux à faire. Il y a une pour annoncer la dissolution et une autre pour Ah annoncer oui, la d'accord. liquidation, qui Ouais, sont donc deux ça choses fait 2 fois. différentes. Et puis, il y a des papiers, il faut faire un PV d'AG qui disent qu'on nomme le liquidateur, qui en général, c'est le gérant de la société. Donc, il y a des formalités à faire. Donc, Donc, voilà. comme tu dis, ouais, vaut mieux éviter de changer tous les 3 ans de statut, quoi. C'est un peu de l'argent Oui, de puis ton c'est un petit porte-monnaie. peu lourd parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau numéro de SIRET. À chaque fois, il faut se signaler à l'URSSAF. À chaque fois, il faut se signaler aux impôts. C'est un petit peu lourd. Moi, je pense vraiment sur les gens voilà, leur truc, c'est l'entrepreneuriat. Il y a deux choses. Un, trouver un expert comptable avec qui on s'entend bien et être prêt à le payer. Se dire, voilà, je mets dans mon business plan une part pour la comptabilité. Et deux, se former. Et pour se former, alors il ne s'agit pas de connaître en détail les régimes fiscaux de tous les statuts, parce que là moi je sais que sur YouTube, il y a des vidéos, à chaque fois elles ont plein de pouces vers le bas, tu sais, de dislikes en disant c'est trop compliqué, etc. Mais effectivement, c'est hyper compliqué. Et là, si je commence à parler de ça, les gens qui écoutent le podcast, ils vont changer de champ, ils vont arrêter le podcast. De toute façon, le système fiscal français, on le comprend le jour où on paye des impôts. C'est-à-dire que le jour où vous allez faire un bon chiffre d'affaires, vous allez vous dire « Ah là là, j'ai gagné plein d'argent ». Et puis qu'après, les impôts vont tomber les uns après les autres. L'impôt sur la société, la CSG, l'impôt sur le revenu, et vous allez voir ce qui vous reste à la fin. Là, en général, on se décompose un petit peu, on se fait « Ah, j'avais pas compris ça comme ça ». Et là, en général, c'est là qu'on comprend. Et quand on parle avec des entrepreneurs qui sont entrepreneurs depuis 5 ans, même 10 ans, eux, ils ont très bien compris le système fiscal parce qu'ils ont ils payent des impôts, en fait. Donc, Et des impôts, pour ils sont ce souvent aussi en lien avec deux entrepreneurs, les comptables et les avocats. Donc, ils sont pas la tête dedans, mais un petit peu. un petit peu la tête dedans, mais de toute façon, ça fait partie du boulot d'entrepreneur. Entrepreneur, c'est pas que votre cœur de métier. Si vous avez n'importe quel type d'activité, il y a aussi une partie de gestion d'entreprise. Et ça vaut vraiment la peine de se former et de progresser. Pour se former, il y a toutes les CCI qui proposent des formations en ligne ou des formations en vrai. Toutes les associations agréées, les centres agréés de gestion, ils proposent aussi des formations de très bonne qualité. Et il faut de temps en temps se former. Surtout maintenant, il y a vraiment beaucoup de formations en ligne où on peut y accéder quand on veut. Et il faut se forcer de temps en temps à essayer de comprendre. Et puis le reste suivra un petit peu. Et puis par contre, pour les gens, voilà, par exemple les freelances, la personne elle est graphiste, elle veut rester graphiste, et ben elle reste micro-entrepreneur et puis elle reste en dessous des seuils et ça lui convient. Mais pour ceux qui ont de l'ambition, qui veulent faire un bon chiffre d'affaires, de toute façon, il faut apprendre à gérer son entreprise et deux, il faut trouver des experts comptables et des avocats avec qui on s'entend bien, avec qui on est à l'aise. Parce que le problème de l'expert comptable, c'est que souvent, j'ai remarqué les clients, ils n'osent pas appeler leurs experts comptables, ils ont un petit peu peur parce qu'ils n'ont pas envoyé les papiers qu'il fallait. Même moi, hein, je sais que mon comptable, à un moment, je le voyais une fois par an. À chaque fois que j'allais au rendez-vous, j'avais mal au ventre, j'avais peur qu'il m'engueule, que j'ai fait un truc pas bien. Non, mais c'est vrai. Hein. Et ça, faut passer outre. L'expert comptable, si vous faites mal votre comptabilité, au pire, il va vous facturer un petit peu plus. Donc, il faut bien avoir à l'idée que ça, c'est des coûts qui font partie de votre activité. C'est normal vous êtes, de toute façon, en plus, vous êtes obligé de passer par un expert comptable pour publier un bilan. Donc, vous n'avez même pas le choix. Donc, ça, il faut le prévoir à l'avance. Mais normalement, si vous avez une SASU, bon, ça fait partie des frais de payer l'expert comptable. Toi, effectivement, dans ton hypothèse, enfin, dans ta propre SASU, tu avais une SASU qui n'était pas du tout rémunératrice. Donc, du coup, Disons que je voulais faire plus de 6 chiffres et j'ai fait 3 fois moins. Voilà. voilà, bon, ben ça arrive. Là, tu vois, j'aurais tendance à dire, enfin, après, ça dépend depuis combien de temps ça dure cette activité. J'aurais tendance à dire, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire une petite micro-entreprise pour avoir moins de soucis? Non, En moi, même c'est temps, du pas si coup, j'aime ben pas là, la tu as micro, appris. c'est psychologique. Je peux pas. Pour moi, c'est voir D'accord. petit. Donc j'en ai une, j'ai pas le choix parce que mon rêve, c'est qu'elle passe en SASU, même si c'est des frais et autres. Pour moi, micro-entreprise, c'est de l'entreprise, mais c'est plutôt du freelancing ce que je fais. C'est plutôt D'accord. voir petit. Donc pour moi, dès que je fais la structure, je me dis, voilà, je vais la passer à plus de 6 chiffres et je suis dans un autre monde, je récupère la TVA. Enfin, je fais des choses comme une entreprise classique, on va dire. Mais après, je précise bien, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens, la micro-entreprise, c'est parfait pour eux. Ça sert à rien d'essayer de. C'est pour ça que j'ai posé 2 questions, parce qu'en plus, là, tu as dit plein de choses, donc il y a plein de questions qui sont venues. Est-ce que donc, dès le départ, il ne faut pas plutôt se caler par rapport. Donc,
souvent, on parle du régime patrimonial, si on a des enfants ou pas, si on a des biens ou pas. Donc, ça, on va en venir. Parce qu'on a beaucoup parlé de la micro-entreprise et de la SASU, mais entre ça, il y a l'entreprise individuelle et le IRL. Est-ce que donc, dès le départ, il ne faudrait pas se baser, on retire le chiffre d'affaires, mais on se dit plutôt par rapport au salaire et par rapport à son régime matrimonial ou patrimonial, on va dire. Ça peut être un truc qu'on Alors, peut décider par rapport à la micro-entreprise ou pas. moi, j'aime beaucoup le IRL. Donc, c'est EIRL, entrepreneur individuel à responsabilité limitée. On crée pas de société. Avant, l'entrepreneur individuel, on va dire que son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel étaient mêlés. Donc, c'est pour ça que la loi a créé des sociétés unipersonnelles. C'était pour que les gens, leur responsabilité professionnelle ne puissent pas engager la maison, une famille, la voiture, etc. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué et le statut d'entrepreneur individuel, on va dire, maintenant, il est quasiment systématiquement à responsabilité limitée. Donc, c'est l'entrepreneur, quand il s'inscrit au tribunal de commerce, il va juste simplement mettre son patrimoine professionnel et il peut mettre son patrimoine professionnel à zéro. Donc, en fait, il peut être entrepreneur individuel sans jamais engager son patrimoine personnel. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et il y a des secteurs d'activité, je ne sais pas, les fromagers ou par exemple les conseillers en prévoyance. Moi, je vois ma conseillère en prévoyance, elle est EIRL. Il y a vraiment des secteurs d'activité où tout le monde est EIRL, en fait. Moi, je pense que les gens, il faut regarder un peu ce qui se fait dans leur secteur d'activité. Par exemple, dans le domaine de la communication, de l'événementiel ou les consultants, très généralement, les gens sont en SAS ou en société, ils sont très rarement en EIRL. Ça, il y a peut-être aussi une question d'image. Quand on est consultant de grandes entreprises, peut-être que ça présente mieux d'avoir une société, parce que les consultants, peut-être que c'est des gens qui vont être amenés un jour à se mettre en partenariat avec d'autres personnes. Parce que là, je précise, si vous êtes entrepreneur seul, si vous envisagez à moyen ou à long terme de faire entrer d'autres personnes dans votre entreprise, ben c'est mieux d'avoir une société parce que vous allez simplement les rajouter au capital. Alors que si vous êtes entrepreneur individuel, ben il n'y a que vous pour le coup. Bah, quand on force compte, pour préciser, faire un trait, on va dire, quand on est en solo, à la base, c'est en général micro-entreprise, EURL, Alors, solo, c'est EI. micro-entrepreneur. Ouais, ouais, je Voilà, te laisse dire. entrepreneur individuel, excuse-moi. Ensuite, tu as la SASU, donc la SAS unipersonnelle. Et ensuite, tu as l'EURL, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc, ça, c'est une SARL pour une seule personne. Donc, c'est différent de l'EIRL, où là, il n'y a pas de société. Moi, j'ai créé en URL, j'ai bien le statut, mais ce qui me faisait peur, c'était l'URSSAF. Donc, bah, dernièrement, mes structures que j'ai créées, c'est en SASU parce que j'avais peur. J'ai tellement été traumatisé par l'URSSAF que bah, je suis passé en SASU. Même si après, on m'a fait des problèmes. Mon comptable m'a dit, vous n'avez pas le droit de prendre de l'argent de vous payer parce que vous êtes en SASU. Je dis, ah oui, mais moi, je n'ai pas le choix, j'ai des enfants, il faut que je me paye. Donc, j'ai dit, on s'arrange. Bon, il a fait ce qu'il fallait, mais à la base, techniquement, voilà, c'est des choses à savoir. Moi, j'ai Voilà. voulu éviter l'URSSAF. Et en fin de compte, quand je voulais me payer, on m'a dit non, tu n'as pas le droit de te payer. Je suis oh là là, mais c'est quoi cet embrouille? Voilà. Alors, la SASU, elle va mieux correspondre à quelqu'un qui ne veut pas du tout se payer. En fin de compte, Ça c'est va se payer en dépendre aussi dividende, c'est ça? voilà, parce qu'on se paye en dividendes et puis la SARL, même si le gérant ne gagne pas d'argent, il est obligé de payer des cotisations minimales de sécurité sociale. Si par exemple, on est encore chômeur ou qu'on a un autre statut, si on crée une SAS, on peut être pas du tout rémunéré et on paye pas du tout de cotisation sociale. Il y a une autre différence. En fait, l'idée, c'est qu'en SASU, le dirigeant, il va avoir un statut de ce qu'on appelle assimilé salarié, c'est-à-dire qu'il va payer beaucoup de cotisations sociales, mais il va être beaucoup mieux protégé. Le dirigeant de SARL, le gérant, il va payer moins de cotisations sociales, mais il va être moins protégé. Donc souvent, le dirigeant de SARL, on va lui dire, prenez un contrat de prévoyance à part, privé. Parce que si vous êtes malade ou alors si vous avez un accident, vous allez avoir des indemnités journalières très faibles. Mais le problème de la SAS, c'est que parfois on paye vraiment beaucoup, beaucoup de cotisations sociales. Donc souvent, ce que font les dirigeants de SAS, ils se payent pas très bien, ils font une espèce de salaire un peu bas pour pas payer trop de cotisations, ils vont payer le reste en dividendes. Mais les dividendes sont également imposés. Il y a une autre différence entre la SARL, enfin le URL et la SASU, c'est pour tout ce qui est levée de fonds. Là, c'est vraiment en général, c'est pour ça que les startups, elles font des SAS. C'est qu'en fait, à un moment, la SAS, elle va faire rentrer des investisseurs à son capital. Donc, ça veut dire que les dirigeants, les fondateurs de la SAS, ils vont vendre leur part sociale à des investisseurs. Et bien là, la vente des parts sociales, elle est beaucoup moins taxée si on est en SAS que si on est en SARL. Mais ça, de toute façon, normalement, si vous créez une start-up et que vous envisagez 1 million de chiffre d'affaires dans 3 ans, vous allez voir un expert comptable. Vous ne faites pas ça tout seul.
Donc, l'expert comptable, il va vous dire quoi faire. Voilà. Mais moi, Mais ce là, qu'on m'avait... Excuse-moi. Vas-y. je t'en prie, vas-y. Ce qu'on m'avait expliqué, moi, alors, je ne sais pas si c'est le cas encore, c'est que la SASU, le contrat entre, pas les statuts, mais le contrat est plus souple. C'est plus souple que la URL où c'est assez cadré, on va dire. Et on m'avait Tout à donné deux fait. différences. On m'avait donné ça et on m'avait donné aussi le fait de la retraite. Je dis, moi, je suis entrepreneur, je m'en fous de la retraite, j'ai même pas à la retraite. Et on m'a dit, ben, dans ces cas-là, selon le cas, il faut choisir l'un ou l'autre parce qu'il y en a un où on peut avoir une retraite, entre parenthèses. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce que pour moi, entrepreneur, on n'a pas de retraite. Ou sinon, choisir l'autre parce qu'on n'a pas de protection, on n'a pas de. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu viens de dire ou c'est il y a Alors, autre chose. très important, exactement, ouais, c'est ça, mais c'est très bien qu'on développe parce que c'est important. Alors, la première chose, sur effectivement la SAS, tu as un cadre beaucoup plus libre. C'est-à-dire que tu rédiges tes statuts comme tu veux et puis tu vas organiser ta société comme tu veux, alors que la SARL, tu as un cadre complètement figé par la loi. Après, de manière tout à fait sincère, 90% des gens, ils prennent des statuts type de SAS avec une réunion par an pardon, des associés. Enfin, ils prennent des choses assez standards. La plupart des gens s'en fichent un peu de comment est organisée leur société, surtout s'ils sont tout seuls. Donc ça, c'est un critère qui est vrai, qui est vrai. Mais la SAS, on va dire, si tu es dans une configuration un peu particulière, tu vois, une SAS familiale, où tu veux qu'une personne ait plus de pouvoir de décision même si elle n'a pas beaucoup de capital social, là, tu vas faire une SAS. Mais ça concerne pour moi 5% des gens. Mais L'immense majorité des gens, oui, Non, vas-y, continue, parce que j'ai. Vas-y. l'immense majorité des gens, ils vont prendre des statuts types de SAS et en fait, c'est assez proche du fonctionnement de la SARL. Donc ça, pour moi, c'est un critère qui est valable, mais pas pour la plupart des gens. Par contre, l'autre chose dont tu parles, c'est essentiel sur la retraite. Alors là, j'insiste, que ce soit dirigeant entrepreneur de SARL, micro-entrepreneur, SAS, tu cotises à ta retraite. C'est une cotisation obligatoire. Après, soyons sincères, ta retraite va être faible. Elle va être très faible. Par ailleurs, on vit dans une époque où on n'a pas vraiment de sécurité sur les retraites à venir. On ne sait pas ce qui se passera dans 30 ou 40 ans. Moi, Donc, il de n'y en toute aura pas, mais façon, bon, voilà. voilà, l'entrepreneur, il doit avoir en tête qu'il doit se construire sa retraite indépendamment du système légal. Mais en théorie, d'un point de vue du système légal, tu cotises plus de retraite en étant en SAS qu'en étant en SARL. Donc, tu vas te payer plus. Et à la fin, tu es censé avoir une retraite plus grande. Alors, toi, tu as dit, je suis entrepreneur, je m'en fiche de ma retraite. C'est vrai, mais je comprends. Mais par contre, moi, Non, je mais c'est mon t'incite cas, à, c'est mon cas à part, mais moi, c'est voilà, c'est vraiment oui, mais après, spécifique. je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, surtout quand on a 25-30 ans. Et mine de rien, J'en ai pour te, 44, hein. cadre- pour te faire une confidence, quand je suis devenue avocate, moi, j'étais très angoissée par la retraite parce que les avocats, ils ont un système de retraite qui est pas très avantageux. Et du coup, j'ai acheté une espèce de retraite pour Madeleine, tu vois. Alors après, j'ai regretté parce que je mettais 300 euros tous les mois. Au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais en fait, c'est absurde. Je mets tout cet argent. Alors, tu peux le déduire de tes impôts. Mais je mets tout cet argent, je ferais mieux de le mettre de côté pour acheter un appartement que je mets en location. Ça me fera une vraie retraite, tu vois. Je Du coup, confirme. j'ai arrêté. Donc moi, c'est plutôt ça que je conseille, tu vois, investir dans l'immobilier. Mais par contre, ne pas oublier que la retraite, c'est quand même important. Et puis surtout qu'il y a des accidents de la vie. Tu vois, par exemple, moi, la crise du Covid, moi, je suis très branchée assurance et prévoyance. La crise du Covid, moi, on a, si tu veux, avec mes systèmes de prévoyance privée, on a eu avec mon conjoint 6 000 euros. Tu Ah vois, oui, on a eu 6 000 euros d'aide parce que on est tombé un peu malade au début du Covid et qu'ensuite il y avait, tu sais, il y avait les arrêts enfants à la maison, etc. oui. Et donc ça c'est quand même beaucoup, c'est quand même beaucoup d'argent. Et je peux te dire que moi, le fait d'avoir pris une assurance privée, bah, comparé à d'autres amis avocats qui se sont jamais occupés de ça, ben, j'étais quand même bien contente. Et un accident, ça arrive du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui se passe. Donc moi, je dis pas aux gens, attention, prenez une assurance privée chez AXA, c'est pas ça mon discours. Par contre, intéressez-vous à combien, si demain vous avez un accident, vous êtes en micro-entreprise, à combien vous avez droit par la sécurité sociale. Posez-leur la question, voilà, si demain j'ai un accident, j'ai droit à combien par jour. Moi, j'ai eu 2 enfants, donc quand tu as des enfants, l'avantage, c'est que ben, tu as ta grossesse et du coup, tu t'intéresses au système d'assurance maladie parce que pareil, là, je m'adresse aux femmes qui sont entrepreneurs. Tout le temps, je rencontre des femmes entrepreneurs qui me disent « Ah mais non, mais moi, j'ai pas de congé mat, je suis entrepreneur. » Ben, évidemment que tu as un congé maternité. Tu as un congé maternité de 4 mois et tu as droit à en moyenne 10 000 euros d'indemnité maternité.
Ah bah, Donc, je pense qu'il y en a plein qui seront contents d'avoir écouté ben bien l'interview. Parce sûr, que même moi, enfin, même si je suis un homme, mais bon, j'ai quand même 3 enfants et une femme, même s'il n'est pas entrepreneur, mais c'est des sujets où j'avais jamais entendu parler de ça. voilà, tu as des comptes à congé paternité. Alors, il n'est que de 10 jours et je crois qu'on te paye 500 euros environ, mais n'empêche que C'est mieux voilà, que c'est rien. 500 euros. Donc, en fait, en France, on paye beaucoup de prélèvements sociaux. Tout le monde se plaint, mais en fait, personne ne sait ce que c'est. Et si vous regardez votre relevé URSSAF, vous allez voir cotisation maladie, etc. Et en fait, on vous oblige à payer pareil. Tu vois, un jour, moi, j'ai un client qui me dit, non mais moi, de toute façon, il y avait une réclamation de l'URSSAF. Il me dit non mais moi, de toute façon, j'ai pas pris la sécurité sociale. J'en ai pas besoin, j'ai pas d'enfant. Alors je lui ai dit, alors excusez-moi monsieur, mais si vous avez un accident de voiture demain, ça va retomber sur votre pauvre maman. Si vous n'avez pas d'indemnité handicapée, ça retombe sur quelqu'un, même si on n'a pas d'enfant. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui sont célibataires et jeunes. Si vous arrive quelque chose demain, ça va quand même retomber sur votre famille. Donc c'est peut-être mieux aussi d'avoir des indemnités journalières de handicap, par exemple. Et ensuite, la deuxième chose que je lui ai dit, c'est pas vous qui dites. En France, personne n'a pas de sécurité sociale. On n'est pas aux États-Unis. Et quand on n'a pas de statut, qu'on n'a pas d'argent, on a la CMU, la couverture, c'est comment ça s'appelle? Couverture maladie universelle. Donc, de toute façon, qui que vous soyez, vous avez une couverture maladie. La question, c'est de savoir combien vous cotisez, enfin, à quoi vous avez droit si vous êtes malade, à quoi vous avez droit si vous êtes enceinte, à quoi vous avez droit si vous êtes à la retraite. Voilà. Il faut juste le Donc savoir. là, tu es en train de rassurer plein d'entrepreneurs qui pensent qu'ils sont perdus, Ah non, qui non, non, sont... vous n'êtes pas perdu du tout. Est-ce que c'est pas Vous compliqué êtes. pour avoir tout ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas des pénalités, c'est pas pris sur la retraite? Enfin, moi, c'est le truc qui m'intéresse, parce que j'aime pas demander ce comme là. Il y a eu les aides pour l'État, pour les entrepreneurs. Je préfère ne rien prendre parce que ce qu'on prend, en général, il faut le rembourser. Donc, je me suis dit, je prends rien, je me débrouille comme un grand, sinon il va y avoir un problème. Ou sinon, il va faire de la paperasse pour avoir tout ça. Alors, plusieurs remarques. Un, c'est vrai qu'il faut faire de la paperasse. Et moi, je vais être sincère. Comme je suis avocate, j'avais des systèmes d'aide par le Conseil national des barreaux, par mon barreau des Hauts-de-Seine, par la Sécu, tout ce que tu veux. J'ai cru que j'allais m'arracher les cheveux. Ça a été les moments les plus durs du Covid pour moi, où je devenais hystérique chez moi parce qu'il fallait que je remplisse des papiers, etc., etc. J'ai pas arrêté de me plaindre parce que c'était moi qui m'en occupais, pas mon conjoint. Il n'empêche que je sais plus combien on a coûté, touché, mais je crois qu'on a touché 14 000 euros à deux. Donc c'est énorme. Donc moi, si Ouais. tu veux, je comprends ton point de vue et il y a plein de personnes comme toi. Surtout chez les hommes, ils préfèrent ne pas s'en occuper parce qu'ils se disent qu'effectivement, ça va leur coûter. De toute façon, toutes ces aides, elles vont coûter à tous les Français. Elles vont être récupérées en impôts, récupérées en amende parce qu'on n'a pas son masque, etc., etc. Mais moi, je me dis, s'il faut remplir un papier pendant 2 heures et qu'au final, je peux avoir une aide de 1 000 euros, 1 300 euros, ben, ça vaut la peine. Donc là encore, c'est triste à dire, mais je pense que je pense qu'on vit dans un monde où les gens qui sont prêts à affronter l'administratif vont mieux réussir que ceux qui sont pas prêts. Voilà. Parce que ça Et fait dans ces cas-là, partie. est-ce qu'on peut donner ça à son avocat ou à son comptable? Parce que le Oui, mais comptable aussi, on paye des frais. Non, mais il va le alors, pas facturer. l'avocat. Le comptable? Ah, d'accord. Je pensais Ah que. oui, bah si tu lui demandes de remplir moi je vais te dire, je demanderai à une assistante administrative en ligne de faire ça. Non, c'est comme j'avais reçu plein de mails de mon comptable, enfin, mais j'ai pas Oui, fait attention. Même des réunions, ils faisaient des séminaires par rapport à ça. J'ai dit, bon, oui, moi, j'ai pas ça, j'ai pas de gros soucis, je vais réussir à vivre sans. Après, ça dépend des cas, voilà. Moi, je pense que voilà, j'ai plutôt été minimaliste. Je me suis dit, voilà, je oui. dépense rien, je fais attention, j'essaie de faire. En plus, j'ai eu une activité qui marchait bien, comme j'en ai plusieurs. Mais je me suis concentré sur celle qui marchait, qui rentrait de l'argent. Et puis après, le reste, je me suis dit, bon, je mettrai de côté, je verrai Bon, après. de toute façon, il y avait deux grandes choses. Il y avait l'aide de 1 500 euros, mais ça supposait que tu aies une baisse de chiffre d'affaires de 50%. Et puis la deuxième chose, c'était les arrêts de travail, enfants à la maison. Si tu avais tes enfants à la maison, un des deux parents était autorisé à avoir des indemnités journalières. Voilà. Mais effectivement, c'est quand même de la paperasse. Mais après, je pense que toi, tu n'as pas eu de gros changements de chiffre d'affaires, tu viens Non, de le parce que tu dire. fais en ligne, Je ouais. pense que le jour où tu n'as vraiment plus rien qui rentre, tu fais l'effort de Tout à fait. regarder le formulaire. Je pense Parce que que là, tu là, tu dis, réfléchis, ouais. oulala, il faut que je remplisse mon frigo. Tu vois, c'est un peu plus compliqué. Mais sachez qu'en France, de toute façon, si on n'est pas aux États-Unis, la Sécu, la cotisation à la retraite et tout ce qui est maladie, etc., vous êtes obligé d'y cotiser. Et c'est ces fameux papiers de l'URSSAF que vous remplissez. Il y a d'une part, en fait, quand on est entrepreneur, on va payer d'une part tout ce qui est charges sociales et ensuite on va payer des impôts. Les impôts, il n'y a pas de contrepartie. Les impôts, si on paye des impôts, puis les contreparties, ben, c'est l'école publique, l'hôpital public. Par contre, les charges sociales qu'on nous prélève chaque mois, il y a une contrepartie immédiate, c'est qu'on a droit à des arrêts maladie,
On a le droit à la formation professionnelle, à des congés maternité, etc., etc. D'accord. Bon, ben, c'est très bonnes informations, merci. Juste une info, même si c'est fini, parce que c'est vrai que souvent les gens ne savaient pas. Mais c'est vrai que quand on est en période de crise aussi, ce qui est intéressant à faire, c'est de tout stopper, comme on est en période de crise. Et souvent, donc, c'est des choses qu'on oublie parce que c'est tous les 10-15 ans. On peut donc demander à ses partenaires, ses fournisseurs ou son banquier de tout mettre en pause parce que bah, c'est une situation spéciale et on peut donc naturellement les appeler, négocier avec eux, dire voilà, je veux décaler 3 mois, 6 mois ou tout stopper et recommencer à payer après. Ça, les gens souvent Exact. malheureusement n'y ont pas pensé, mais ça, il faut le savoir. Il faut le savoir, toujours essayer de négocier, toujours expliquer la situation. Bon là, le Covid, ça, comme tu dis, ça a permis de débloquer des choses où on ne se sentait pas capable de le faire. Ben là, on se sent capable d'écrire à son banquier en disant voilà, est-ce qu'on peut soit augmenter mon autorisation de découvert. Là encore, alors moi, peut-être que je te donnerai les indications de j'ai fait une vidéo l'année dernière sur ce sujet, sur toutes les associations qui aident gratuitement les entrepreneurs en difficulté financière. Il y en a beaucoup. Je mettrai le lien dans le show note pour ceux qui sont intéressés. Vraiment, il y a beaucoup d'institutions rattachées de près ou de loin au CCI. Il y a des associations d'entrepreneurs retraités. Il y a une association qui s'appelle 60 000 rebonds qui aide les entrepreneurs qui viennent d'avoir une liquidation à rebondir sur un nouveau projet. Le problème en France, c'est qu'il y a énormément de choses, mais on n'est pas forcément informé. Et là, le problème de l'entrepreneur, c'est que souvent, il est seul dans son coin. Et puis, il fait ses petits trucs, il pense qu'il a droit à rien. Il a tendance, quand il gagne pas d'argent ou quand c'est le Covid, à culpabiliser un peu en se disant, oh là là, enfin, tu vois, mais en fait, il existe beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent aider les entrepreneurs. Et je te donnerai le lien de cette vidéo parce que vraiment, elle liste toutes les associations qui dans toute la France, peuvent vous aider. Moi, je participe bénévolement à quelque chose qui s'appelle le CIP. Alors, attends, je connais le cycle, mais je connais pas le nom. Non, C'est mais le centre, le vas-y. CIP du 92, c'est le centre de prévention des difficultés des entreprises, quelque chose comme ça. Et donc, tu vois, chaque semaine, le CIP organise des entretiens où la personne, elle voit un expert comptable, un avocat et un juge du tribunal de commerce. Et la personne, l'entrepreneur, il arrive en disant, voilà ma difficulté, qu'est-ce que je dois faire? Et ben ça aide les entrepreneurs parce qu'on les guide en leur disant, faites ci, faites ça. Et là, j'en profite pour dire un message important, c'est si vous démarrez un projet d'entrepreneuriat, notamment si vous créez une société, il faut quand même se renseigner sur savoir ce que c'est qu'une liquidation de société, ce que c'est qu'un redressement judiciaire, c'est-à-dire, voilà, le jour où j'ai des problèmes financiers, vers qui je dois me tourner, qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, par exemple, il y a une procédure qui n'est pas du tout connue, qui s'appelle la procédure de rétablissement professionnel, qui est réservée aux tout petits entrepreneurs qui n'ont pas de patrimoine immobilier. Et c'est une sorte de mini-liquidation simplifiée où tu vas remplir un document que tu vas présenter au juge du commerce, où tu vas mettre tes dettes, tu vois, tes dettes à l'URSSAF, tes 2 000 euros, 3 000 euros de TVA que tu dois, etc. Et ta société est liquidée et tes dettes sont annulées, par exemple. Et tu peux recommencer ton activité. Ça, tu vois, Est-ce que tu es fiché quand même Banque de France? Tu as le fichage 4 ou t'es parce que pas fiché j'ai Banque eu de ça, moi. France. Par Ah, contre, d'accord. t'as pas le droit pendant 3 ans de refaire une procédure similaire. C'est tout à fait possible que si tu mets une carotte à ta banque parce que tu avais pris un Non, petit normalement, crédit professionnel. c'est impossible parce que moi, ça m'est arrivé, c'est comme ça que j'ai dû porter plainte et prendre un avocat. C'est que quand Oui, j'ai fait ma liquidation judiciaire, j'ai eu toutes les dettes gelées, on va dire, entre parenthèses, ou annulées. oui. Mais comme par hasard, celui où on n'a rien pu faire, c'était bah, La le- banque. la banque. Et donc, eux, pareil, ils me demandaient une somme énorme. Heureusement, ils avaient fait une erreur sur la caution bancaire qu'ils doivent déclarer tous les ans. Je me suis défendu seul, donc j'ai pu récupérer 13 000 euros. Mais ensuite, j'ai fait une petite erreur, donc, parce que c'est bien de se défendre seul, mais bon, je ne suis pas un avocat. Et donc, j'ai dû aller en appel. Et en appel, j'ai pris un avocat qui a annulé complètement la dette, parce qu'ils avaient fait une erreur sur la caution. Donc, comme quoi, D'accord. Bon, bah, tant mieux, l'importance de... super. Mais bon, j'ai fait plusieurs épisodes sur la liquidation judiciaire, donc je vous enverrai vers les liens où on parle précisément de ça et on parle avec Ludovic Bréant qui a eu une grosse liquidation avec plus de 40 millions de dettes. Donc voilà, je pense que là, vous aurez Voilà. l'épisode parfait. C'est important de le savoir, même s'il faut l'oublier parce qu'il faut plutôt aller vers l'argent et faire du profit que de penser à... Mais bon, ça peut arriver, comme tu dis, il y a des parcours Ça où peut les erreurs. arriver. Et puis surtout, ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. Toi, par exemple, tu as eu plein de sociétés. Bah, c'est très, même si tu regardes les plus grands entrepreneurs américains, ceux qui écrivent des bouquins, qui font des conférences, TED Talks, etc., très souvent, ils ont une boîte qui n'a pas marché, elle a été liquidée. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'association 60 000 rebonds. C'est que ça s'appelle 60 000 rebonds parce que chaque année, il y a 60 000 entreprises qui ferment en France. Et l'idée, c'est de dire, bah voilà, c'est pas un drame, une liquidation. Ça arrive, il peut y avoir plein de raisons.
Tu vois, c'est pas que de la faute de l'entrepreneur. C'est aussi le fait que tu as un client qui fait faillite et du coup, il te doit 100 000 euros et tu les payes pas, ça te met dans le rouge tout de suite. Mais je pense que quand on devient entrepreneur, surtout quand on a de l'ambition et qu'on se dit, voilà, je vais créer une société, il faut, se renseigner sur comment ça se passe la fin d'une société. Et deux, il y a un système aussi d'assurance. Tu sais, tu as des systèmes d'assurance pour les. Là, je m'adresse à ceux qui ont une société, qui font un bon chiffre d'affaires. Il y a des systèmes d'assurance en fait, où tu payes chaque mois une petite cotisation. Et puis, le jour où tu es en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, ça va payer ton avocat, ça va payer le liquidateur judiciaire et ça va payer la personne qui va t'aider à faire le redressement judiciaire. Parce que le problème quand tu es en liquidation ou en redressement judiciaire, c'est que c'est le moment où tu as le moins d'argent et c'est le moment où il faudrait que tu payes le plus de gens. Tu vois, toi, tu l'as dit. C'est le moment, c'est ce moment, ce que je dis dans mon épisode, je me suis fait, il faut que je trouve un terme qui est poli. Je me suis fait. Plumé. J'étais plus violent que ça. Oui, tu as raison. J'allais dire des choses qui sont pas très, très, très jolies. Ah bah tu peux, hein. Et l'administrateur, quand je viens, toute l'équipe étant 4-4, ils me descendent. Le liquidateur était cool, bizarrement. Non, le juge était cool. On a même bien discuté. Le liquidateur, il m'a descendu. Le tribunal, je suis comme si c'était un criminel. Donc partout, on m'a plumé. Et le comptable qui a fait le dossier, en fait, quand c'est un genre de plan prévisionnel pour essayer de ressortir, il m'a demandé une somme. Mais j'ai dit, mais attends, je suis en liquidation, vous me demandez autant. Et vous m'avez fait venir 3 fois pour 3 conseils, vous faites un papier sur 5 pages et vous me demandez, je crois que c'était 1 700 € à l'époque. C'était en 2012. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Enfin, on se fait avoir. Et j'avais voulu prendre un avocat, mais je n'avais pas les fonds. Et en plus, dans tous les cas, quand on n'a pas les fonds, il faut demander l'autorisation à l'administrateur, qui souvent dit non. Il dit non, non, il n'y a pas d'argent dans la structure. Donc, il m'a juste permis de me payer. Donc, je me payais pendant les 4 mois donc, du redressement. Mais tout le reste que je voulais dépenser, il me disait non. Enfin, voilà, donc c'est important. Ça, à l'époque, je ne savais pas. Je ne sais pas si ça existait. Donc, c'est très bien. Je mettrai tous les liens donc pour les cotisations. J'ai quelques questions qui sont un peu hors sujet, enfin, par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que donc, par rapport à tout ce que tu as dit, tu veux rajouter des choses par rapport à la micro-entreprise, la URL, l'IRL, la SASU? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou tu penses qu'on a tout dit? Non, je pense qu'on a tout dit parce que, comme tu l'as dit au tout début, si je rentre dans des considérations plus techniques, ça va se rentrer par une oreille, sortir par une autre. Voilà. Il faut, s'informer quand même, et puis trouver les bons partenaires, et puis prévoir un petit peu d'argent pour ça. Voilà. Et surtout l'expert comptable. L'avocat, c'est une chose. L'avocat, il va plus vous aider parce que c'est triste à dire, mais vous le payez à la consultation. Donc, si un avocat, il vous reçoit pendant 2 heures et qu'il vous facture, il va tous vous expliquer en détail. Le seul problème de l'expert comptable, c'est qu'en général, il vous paye à l'acte, il vous paye au bilan. Il vous paye, voilà, un bilan égale tant de 1 000 € par an. Donc, il va pas faire de zèle en vous expliquant tout en détail parce qu'il va pas gagner plus d'argent que ça. Mais là, je m'adresse à l'entrepreneur qui veut créer sa société. Rien ne vous empêche d'aller voir 2-3 experts comptables, de faire un petit rendez-vous, lui poser plein de questions sur ce que vous voulez faire et il va vous diriger vers un statut ou un autre. Et mon deuxième conseil, c'est de se former de temps en temps, de faire un petit webinaire de la CCI de Lyon qui fait un truc sur le sujet des micro-entrepreneurs, de temps en temps de payer une petite formation, voir ce qui peut être remboursé par la formation professionnelle, parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez aussi le droit de la formation professionnelle. Ça, la plupart des entrepreneurs ne le savent pas. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à de temps en temps se former et puis bien avoir à l'esprit que si vous voulez devenir entrepreneur, il faut apprendre la gestion d'entreprise. Ça fait partie du package. Voilà. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez déléguer. Et pour aller dans ton sens, excuse-moi de te couper, parce que tout ce que tu as dit est parfait, mais ce que tu peux rajouter, même si la CCI, tu l'as dit indirectement, c'est t'inclure dans un réseau d'entrepreneurs si possible. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on aura des idées. Il y aura certains qui sont plus âgés, donc ils vont te donner des conseils, te dire, je suis passé par là, il m'est arrivé ça. Donc le fait de ne pas être tout seul et d'aller une fois par semaine, donc pas automatiquement BNI, il y a plein d'autres réseaux d'entrepreneurs où on peut donc se faire accompagner ou écouter les gens, simplement juste être là, écouter les erreurs des autres pour ne pas les répéter. Voilà. Et écouter les podcasts, bien sûr aussi. Exactement. Et tu l'as dit plus tôt, tu vois, tu t'es bien entendu avec le juge du commerce. Il ne faut pas oublier que le juge du commerce, c'est un entrepreneur. Ce n'est pas un magistrat de formation. Ce sont des entrepreneurs qui deviennent juge du commerce. Donc, en fait, ce que toi, tu as vécu, il l'a vécu aussi. Et en fait, quand on est entrepreneur, les difficultés qu'on a, il n'y a que les autres entrepreneurs qui peuvent le comprendre. Et donc, c'est pour ça que les gens sont de bons conseils. Et c'est pour ça qu'ils t'aident aussi à sortir de cette culpabilité qui fait que parfois les entrepreneurs, parce que toi, tu as le courage d'aller au tribunal. Mais moi, je peux te dire qu'il y a des clients, ils n'ont pas le courage d'y aller tout seuls ou ils n'y vont pas du tout. Et puis, ça, c'est le pire parce qu'en fait,
le tribunal a l'impression qu'ils s'en foutent et donc ils mettent la société en liquidation. Mais moi, je pense que dans ta vie, j'écouterai ton podcast sur la liquidation, ça m'intéresse parce que moi, je pense que dans ta vie, il y a eu un avant, un après cette liquidation. C'est quand même une épreuve. Je pense que ça aide à devenir un homme, entre guillemets, parce que tu dois quand même affronter des choses et Un des homme ou une gens. femme? Un homme ou une femme? Oui, un homme ou une femme, mais ça t'aide à devenir un adulte, on va dire. Hein. Parce que affronter un administrateur, un liquidateur, des gens qui ont quand même un langage que tu comprends pas forcément, c'est un monde quand même assez bourgeois, il faut le dire. Hein. Et moi, je pense que quand on est entrepreneur, c'est très impressionnant au début. Et puis après, toi, je sais pas, je te dis encore une fois, j'écouterai ton podcast. À un moment, ça a switché dans ton cerveau et tu te dis, non, mais attends, en fait, on se fout de ma gueule, ça va pas, tu vois. Et puis, tu as peut-être pris le dessus et puis, du coup, ça s'est fait comme ça. Mais je pense que pour toi, ça a quand même C'est un été. cas à part, c'est que je crois bizarrement au droit français, je vais souvent au tribunal pour tout et pour rien. Et souvent, Ah, d'accord, ok. et à l'époque des juges de proximité, c'était encore mieux parce qu'on peut se défendre seul. Donc, je prenais les différents sites où il y avait plein d'articles. Je faisais mon truc. Bon, je perdais mon temps, mais bon, parce que c'est pas mon métier. Et j'allais me défendre pour un truc. Mais vraiment, on m'a pris une petite virgule, on m'a piqué 10 cents. Je porte plainte. Je rends une voiture, j'ai une gratitude. On me dit, oui, non, non, il faut que vous nous donniez la caution. Je dis, non, non, on va au tribunal. Voilà, c'est tout simple. Je perds pas de temps. D'accord, d'accord. Voilà, je Donc, tu ne perds te pas de laisses temps. jamais faire, d'accord, ok. Mais oui, c'est un gros défaut parce que des fois, je me dis, chaque année, j'espère que je n'irai pas au tribunal cette année parce que des fois, ça me coûte de l'argent. Et en fin de compte, chaque année, j'ai un procès. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Tout Non, le mais monde se défend. tu devrais écrire un livre ou faire un guide pour régler les tout petits litiges, hein, parce que Oui, mais ça change souvent, tu vois, la proximité n'existe plus. La dernière fois, j'ai oui, oui, voulu oui, me c'est vrai. défendre, on m'a dit non, allez prendre un avocat. J'ai dit non, mais c'est un truc simple, je vais me défendre. Non, non, ça n'existe plus. Voilà, ça, je trouve, c'est pas une très bonne. Mais bon, certains ont dit que c'était bien. Moi, après, bon, on va pas rentrer dans le débat, c'est encore un autre sujet. On en Oui. parlera un autre sujet. Donc, des petites questions sur des choses que tu as dit, j'ai pas voulu te couper, parce que tu vois, je coupe souvent. Tu as parlé en fin de compte du siret, parce que moi, j'ai créé souvent des structures, et chaque fois que je crée, on me donne le même siret. Ah, d'accord, bah tu vois, alors c'est moi qui me trompe parce que moi j'ai quand même changé de tiret une fois, mais j'ai déménagé. C'était peut-être ça. D'accord. Bon, bah si on te donne le même siret, tant mieux alors, Moi, hein, j'ai jamais tant compris mieux. pourquoi. Je me dis, mais pourquoi ils me donnent pas? Parce que souvent, des fois, ils se trompent. Et donc, souvent, bah, je dois faire encore de la paperasse, parce que j'ai dit, non, vous vous trompez, je suis plus là. C'est plus ce nom-là, et c'est à mon nom. Voilà, donc, bon, c'est un peu bizarre. J'ai eu ça. Donc, tu as parlé aussi des legal tech. Tu penses que c'est bien? Parce que certains avocats n'aiment pas les legal tech. Alors les avocats, ils aiment pas LegalTech parce que c'est une sorte de concurrence déloyale. Euh, Moi, je vais te dire, en tant qu'avocat, quand je vais sur leur site, en fait, c'est très bien quand tu sais ce que tu veux. Si tu sais ce que tu veux, que tu as décidé que tu voulais créer une SAS, que tu as ton schéma en tête, tu as consulté un expert comptable, tu peux aller sur les sites de Legal Start. Enfin, j'ai oublié le nom des autres, Captain Contrat. Ils font les choses correctement, hein, très, très honnêtement. Après, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, ils vont pas te donner de conseils vraiment en fonction de ton profil. Ils font pas Ils c'est sont du pas sur prêt-à-porter, mesure. c'est Ils pas sont de pas la de haute sur couture. mesure, Voilà, ouais. ils font pas de sur mesure. C'est du Mhm. prêt-à-porter, voilà. Mais après, si tu as une bonne idée de ce que tu as, je te dis, les avocats, ils aiment pas ça parce que c'est de la concurrence. Maintenant, je pense que si tu veux, il y a un. En fait, le problème des avocats, c'est que faire des statuts accompagnés à entrepreneur, ça prend quand même du temps. Tu ne peux pas le facturer trop bas, tu vois. Mais pour un entrepreneur, c'est quand même une grosse charge. Il faut savoir aussi, c'est pas mon intérêt de dire ça, mais il faut savoir que les experts comptables, ils font aussi des statuts et puis ils te font ton PV, ils font des choses un petit peu juridiques. Donc, je sais que tu as des experts comptables, ils vont te proposer de faire ta comptabilité, puis ils vont te proposer de faire la création de ta société. Moi, je pense que ça peut être intéressant. L'avantage de l'avocat, c'est que c'est vraiment du sur-mesure. Et puis l'avantage de l'avocat, c'est que le jour où tu as des problèmes, tu retournes voir la même personne. Mais l'avocat, pour moi, le plus important, c'est quand tu fais des contrats commerciaux avec des clients ou des partenaires, quand tu fais des conditions générales. Voilà, pour tes relations économiques avec les gens, c'est là où il faut vraiment un avocat. Il y a un autre cas, tu en as parlé, c'est le redressement judiciaire. Autant si tu es en liquidation judiciaire, tu n'as pas forcément besoin d'un avocat parce que ta société, elle va être liquidée. Autant en redressement judiciaire, vraiment, si tu veux, il y en a un qui va se battre pour toi, c'est ton avocat, personne d'autre. Hein. Sinon, si tu veux sauver ta société et te mettre en redressement, il faut impérativement prendre un avocat. Ça va vraiment changer la vie Je là-dessus. confirme. Voilà, C'est très important. Bah, là-dessus. en Voilà. fond, dans l'épisode que je vais mettre dans le show notes, eh ben, mon invité précise bien qu'il remercie, c'est grâce à son avocat qu'il a pu s'en sortir parce que bah, c'était Bah très ouais, dur. Et il est bah vraiment ouais. content de son avocat. Et il est toujours en lien avec lui, donc voilà, tout se passe bien. Ouais, ouais. J'avais encore des questions. Oui, voilà. Tu as parlé donc rapidement, je pense que certains des fois ne connaissent pas, le centre de gestion agréé, parce que je crois qu'il y a des conditions pour au centre de gestion agréé. Est-ce que tu peux le préciser? Oui,
Alors ça, je ne les connais pas par cœur pour tout te dire. Moi, je sais que Je crois que bah, tu il as y un a des cas où abattement, c'est obligatoire, t'as hein. un abattement de 20%, et il faut pas que... Voilà. Voilà, et après, il y avait des conditions, mais j'ai oublié. En fait, il me semble que si tu n'y vas pas, si tu n'es pas au centre de gestion agréé, la question c'est est-ce que ça s'applique aux micro-entrepreneurs? Je ne crois pas. Mais si tu as une société et que tu n'es pas au centre de gestion agréé, on te majore tes impôts, ton impôt sur le revenu. Donc c'est une sorte d'abattement à l'envers, on va dire. Et par contre, moi je suis dans un centre de gestion agréé qui est vraiment super, qui s'appelle l'AGA Picpus. Et ils font plein de formations de très très bonne qualité. Donc, et en fait, le centre de gestion agréé, c'est des gens à qui tu vas envoyer tes documents comptables et qui vont faire un espèce de double contrôle. Franchement, je ne sais pas exactement à quoi ça sert quand tu as un expert comptable, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, sur les conditions d'adhésion en détail, je ne saurais pas te dire. Bon, ben, C'est plus de la comptabilité. je mettrai un lien pour ceux qui sont intéressés. Et donc, tu as parlé de la sécurité sociale, là. À un moment, nous, c'était la mode de dire qu'on pouvait quitter le système de sécu. Et moi, j'y ai pensé quand j'ai eu un problème avec la tasse, enfin, avec l'URSSAF. Est-ce que donc, c'est vrai ou c'est faux? On peut sortir de la sécu et aller et c'est pas le sujet, mais bon, comme j'y ai pensé pendant... Après, on va Non, beaucoup... non, excellente question. Bah, effectivement, d'après l'interprétation stricte du droit européen, tu pourrais aller vers un système de sécurité étranger, puisque il y a pas, enfin, c'est l'application euro-européenne, tu sais, c'est la concurrence, etc. Mais en Ouais, fait, dans les faits, c'est impossible parce que l'URSSAF a le monopole, sachant que l'URSSAF n'est même pas une institution publique, hein, ouais, tout mais à fait, c'est privé. ils ont le monopole sur la collecte des charges sociales. Et si tu veux, ça implique tellement d'argent, parce qu'en fait, tout cet argent, il est quand même placé sur des marchés financiers. Ça, il faut que les gens le sachent, hein. L'URSSAF, en fait, elle place, comme le faisait le RSI, il place cet argent sur des marchés financiers. C'est tellement de milliards d'euros que tu penses bien qu'ils vont pas permettre aux gens d'envoyer ça ailleurs, surtout qu'ils ont des problèmes de dette, surtout que cet argent a été quand même mal géré. Là, je conseille un ouvrage remarquable qui s'appelle Kleptocratie de Héloïse Kleptocratie. Benhamou. Voilà. Alors ça, si vous voulez comprendre comment les Français se font voler leur argent, c'est très intéressant. Et surtout, gardez bien à l'esprit que tout cet argent pour lequel vous cotisez, il est placé sur des marchés financiers, hein. Il est pas, on en garde une partie pour les gens qui tombent malades, mais que ce soit la retraite ou l'assurance maladie, cet argent, il est placé, ce qui n'est pas normal, mais c'est le cas. Voilà. D'accord. Et les Bon. enjeux sont tels que c'est pas prêt de changer, l'URSSAF va continuer à vous prendre votre argent. Mais comme tu l'as dit, l'URSSAF, ils ont fait beaucoup de progrès. Moi, pareil, tu vois, j'ai pris un rendez-vous. Ils te calculent un rendez-vous à l'avance. Tu sais, ils fixent des horaires. On m'a reçu tout de suite. La personne a été très gentille. Elle m'a très bien expliqué. Il y avait eu un petit problème de communication. Voilà, hein. C'est pareil. Moi, je conseille toujours aux gens de se déplacer au moins une fois pour être face à un être humain. Parce que quand C'est on est mieux. face à la machine, quand on reçoit les documents, on peut avoir un peu des excès de violence parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Quand on est face à un être humain, la personne vous explique. Et eux, ils ont quand même des consignes d'accepter les délais de paiement, d'accepter le fait qu'on paye plus. Ils savent, hein, ils savent. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit, quand vous négociez avec l'URSSAF ou votre banquier des délais de paiement, il faut bien avoir à l'esprit que eux savent que si vous pouvez pas payer, vous allez peut-être faire faillite. Et si vous faites faillite, ils seront pas payés du tout. D'accord? Tout à Donc ça, fait. c'est important d'avoir ça à l'esprit. C'est que vous arrivez quand même avec ça de votre côté, de faire comprendre à votre créancier, écoutez, de toute façon, si vous m'accordez pas de délai de paiement, ben, je vais aller faire déposer le bilan et puis après, il n'y aura plus rien du tout. Voilà. Mm, tout à fait. Bien, bien, bien précisé. Sauf pour Euh, la banque qui a évidemment fait signer une caution personnelle à son client, évidemment. Tout à fait. Même si on est malheureusement en URL et qu'on fait ce qu'il faut, ils veulent toujours qu'on se porte caution, donc c'est un peu compliqué. En Tout plus, à tu vois, fait. Ouais. dans mon cas à part, je devais pas être caution parce que j'avais un gérant, c'était même pas gérant. J'avais un porteur de carte, mais bon, parenthèse. Les gens iront écouter l'épisode assez long parce qu'on a fait en plus en 2 épisodes. Et donc, ben, merci pour toutes ces bonnes informations. Je vais te poser les dernières questions que je pose à tous mes entrepreneurs et mes invités. D'accord. Quel est pour toi donc le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Bon, toi, c'est vraiment une profession experte, on va dire. Est-ce qu'il y a un business, une société que tu rêves de créer, que tu n'as pas encore créé? Oui, tout à fait. Il y a une société que je rêve de créer. Euh, alors, j'en ai pas parlé jusqu'à présent sur ma chaîne pour le moment. Moi, je rêve de faire des formations en ligne pour les entrepreneurs sur toutes les questions administratives, avec des tutos, des choses très très pratiques en fait. Parce que moi, je vois bien que les petits entrepreneurs, ils ont quand même pas le budget pour aller voir un avocat. C'est quand même trop cher pour eux. Et qu'il y a un problème sur une partie de la population, tu vois, qui a besoin de progresser sur ces questions et qui n'a pas tellement de moyens.
Moi, j'adore les formations en ligne parce que c'est des formations sur lesquelles on peut revenir quand on veut. On peut les consulter le soir, à n'importe quel moment de la journée. Et donc, voilà, je suis en train de préparer une formation en ligne que j'aimerais commercialiser à partir de 2021. Voilà, et ce serait la première étape d'autres choses après, mais qui, puis, pour l'instant, sont très abstraites, hein. Voilà. Bon, tu es le ou la deuxième, comment dire, avocate ou avocat qui en parle, parce que j'ai eu un avocat il y a 2 mois, 3 mois, on a parlé Oui, d'immobilier donc sur la SCI et qui, pareil, prépare un programme d'infoprenariat. Mais je crois que c'est plus dans l'immobilier parce que lui, il est investisseur aussi. Il a plus de 20 ans d'accord, d'accord. de SCI. Donc, je mettrai le lien pour cet épisode qui était pas mal. Je cherche avec. Ah, où j'en suis? Ah, voilà. Non. Oui, voilà, avec Dimitri Boujard, voilà, qui est avocat aussi investisseur. Donc, D'accord. pareil, donc, dès que tu as la formation, n'hésite pas à nous donner les liens, hein, qu'on Oui, aille encore à d'accord. regarder. Donc, deuxième question, quelle est pour toi donc, la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors, la meilleure expérience, euh, en fait, je crois que c'est le problème que j'ai eu avec l'URSSAF. Parce qu'en fait, en fait, c'est un problème et qui a fait que j'ai changé radicalement. C'est-à-dire que même si je suis avocate, je gérais pas forcément très bien mes papiers. Je payais ce qu'il y avait à payer, mais voilà, j'essayais pas de comprendre. Et puis, je suis allée exercer à Marseille et puis je suis revenue à Paris, ce qui fait que l'URSSAF ne m'a pas enregistrée, tu vois. Et du coup, à un moment, ils ont arrêté de me demander des cotisations. Et puis un jour, en fait, ils m'ont réclamé de l'argent. Puis j'ai reçu un papier de l'huissier qui me demandait 35 000 euros. Donc là, j'ai fait qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis j'ai oublié. Et puis ensuite, après, j'ai repris le papier et j'ai vu que j'avais que 15 jours pour le contester. C'est ce qu'on appelle une contrainte. En fait, l'URSSAF, comme les impôts, ils ont le droit de saisir ton compte bancaire sans décision de justice. Et donc là, je me suis effondrée. Et du coup, pour la première fois de ma vie, j'ai fait appel à un avocat. Enfin, j'ai appelé une copine avocate pour qu'elle s'occupe de moi. Et elle a réglé le problème en 48 heures, alors que moi, j'ai pleuré pendant 2 jours. Je pensais que j'allais devoir leur payer 35 000 euros, alors que je leur devais 2 700 euros. Enfin, et je me suis retrouvée dans un état, et ça a été la meilleure expérience parce que déjà, d'une part, j'ai pris conscience que, en fait, il fallait vraiment que je prenne ces questions en main. Donc, c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur les impôts que je payais, les charges que je payais. Et tu vois, tout ce que je viens de dire dans le podcast, les trois quarts, ça vient de cette expérience. Et du fait que je me suis dit à un moment, il faut que puis en plus, je suis avocate, tu vois, c'est pas possible d'être dans le brouillard comme ça sur ce que tu dois payer, sur à quoi ça correspond. Donc, ça a été difficile sur le moment, mais j'ai beaucoup appris. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai découvert le bonheur que c'est de prendre un avocat, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui s'occupe de toi, qui s'occupe de ton problème et qui gère le problème pour toi en fait. Et là aussi, pareil, ça a été un soulagement incroyable. Et puis surtout, elle a réglé le problème très très vite en fait. Donc ça se règle pas toujours aussi vite, mais voilà. Donc ça a été un moment fort de ma carrière parce que ça a changé mon approche par rapport à mes clients, puis ça a changé mon approche par rapport à l'aspect de mon travail et ma clientèle aussi. Bah, merci pour ce témoignage, parce que c'est vrai que c'est par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est important voilà, de dire qu'il faut se faire aider, qu'on n'est pas seul. Et même si on pense qu'on est, parce qu'on a un statut d'entrepreneur ou d'avocat, qu'on connaît tout, on ne connaît jamais tout. Et des fois, il faut mieux déléguer et laisser faire par les autres, c'est mieux. Ouais. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par levier? C'est-à-dire, On pose, allez, une fois sur trois, on pose la question. Le levier, ça peut être, est-ce que c'est de la formation? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que c'est le... Souvent, les gens parlent de passer à l'action. Est-ce que c'est le mindset? Enfin, voilà. Est-ce que c'est quoi ah qui bah, fait c'est que... passer à l'action. Alors là, J'aurais pas de dû te toute le dire. façon, pardon, c'est passer à l'action parce qu'en fait, tant qu'on fait rien, il se passe rien. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube depuis bientôt 2 ans. Ça faisait beaucoup de temps que j'y pensais, etc. Ben, en fait, c'est que quand tu commences à tourner des vidéos, ben, que tu vois les problèmes qu'il faut régler, que tu progresses, que ta pensée évolue. C'est quand on est au stade de la théorie, il se passe rien. Et il vaut mieux passer à l'action, quitte à faire des trucs pourris au début. Mais voilà, tu passes à l'action et lire 40 bouquins sur l'entrepreneuriat ou regarder des conférences sur l'entrepreneuriat, le mindset, le je sais pas quoi, euh, ça te sert que si tu es déjà dans l'action. Mais voilà, la question, c'est pas de tergiverser sur ton idée, puis d'attendre d'avoir un projet parfait, un truc. Ça, il se passera rien. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Et puis, voilà, là, je m'adresse à ceux qui veulent faire quelque chose. Ben là, à la fin du podcast, vous vous inscrivez comme micro-entrepreneur sur le site de l'URSSAF et puis vous verrez ce qui se passe après. Vous verrez bien.
Voilà. Voilà. En plus, c'est marrant parce que d'abord, ils ont plein d'erreurs qu'ils n'ont pas à faire parce qu'ils les ont écoutées. Donc, il faudra réécouter le podcast s'il le faut avec un papier et un stylo, c'est mieux. Et en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que hier, je relisais un bouquin, donc, La magie de voir grand, du docteur Chouard, je crois. Et comme moi, bon, il est assez gros, il fait 350 pages. Et ce que je fais, moi, j'ai souligné plein de textes. Et il y a une phrase que j'ai bien aimée, je crois que j'avais déjà fait une vidéo aussi. C'est souvent, voilà, quand on passe par l'action, c'est parce qu'on a peur. Et il disait donc la meilleure chose donc, pour guérir de la peur, c'est de passer à l'action. L'action règle tous les problèmes, entre parenthèses. Dès que tu passes à l'action, tu règles tous les problèmes. Exactement. Et ça, c'est valable pour tout. Tu vois, je vais parler d'une autre expérience personnelle. J'ai tenté de séduire un garçon quand j'avais 21 ans et il m'a dit, écoute, ça va pas le faire. C'est la première fois que ça m'arrivait de me prendre un râteau en live. Et 10 minutes après, je me suis dit, mais en fait, c'était rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais Tout à pas si fait, ça a un tout à rapport fait. avec ce que tu dis, Si, ça a tout à fait un mais rapport parce que souvent, on essaie de tout. Mais voilà, c'est souvent, voilà, on se fait. Pourquoi j'ai des une termes un peu montagne. bizarres? Voilà, une montagne. Tu as des meilleurs mots que moi parce que j'ai des mots un peu bizarres. Tu te fais des trucs avec ton cerveau et en fin de compte, tu vois que quand tu passes à l'action, t'es pas moi en fin de compte. Voilà. Voilà. Et là, tous ceux qui ont peur des juges du commerce, des gens de l'URSSAF, etc., ou des gens des impôts, il faut bien se rappeler, c'est juste, voilà, des fonctionnaires, ni plus ni moins, quoi. Je veux dire, ils vont pas vous manger sur place, tout ira bien. Il va rien se passer, en fait, hein. Si vous allez aux impôts parce que vous avez un impayé, vous savez pas comment le gérer, il va rien vous arriver, la police va venir vous chercher, donc voilà. Et puis après, Super. vous en sortirez plus fort. Ça sera une expérience enrichissante. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, le livre que je conseillerais à tout entrepreneur, alors très bonne question. Si tu n'as pas de livre d'entrepreneuriat, autre, parce que c'est vrai que souvent je pose la question, mais certains ne lisent pas de livre d'entrepreneur. Donc, si tu as un roman à nous conseiller ou un livre. Alors ça, j'aurais dû préparer à l'avance. Bah non, c'est fait Euh, exprès. moi, je sais que il y avait un livre qui avait. Alors, je sais, parce que là, je me balade du coup dans ma Demande à Google. Ouais, bibliothèque. demande à Google. Tu sais, est-ce que tu vois? Alors voilà, je l'ai sous les yeux. Alors ça, c'est un livre qui avait vraiment changé beaucoup de choses, qui s'appelle On gère sa vie, on ne la subit pas, Ah, je connais de pas. Philippe McGraw. Tu vois qui c'est, Dr Phil? C'est un Américain avec une moustache et Non, c'est on complètement gère sa lifté, vie. qui passe à la télé. On gère sa vie après? On gère sa vie, on ne la subit pas. Ah, non, je connais pas. Voilà. Et donc ça, c'est un auteur en fait qui explique que si rien ne va dans votre vie, c'est pas que c'est de votre faute, mais c'est quand même à vous de. Enfin, comment dirais-je? Si je l'ai lu à un moment où rien n'allait, tu vois, le boulot, j'étais pas contente, je gagnais pas assez d'argent, j'avais pas de copains, enfin bref. Et en fait, à un moment, c'est en lisant ce bouquin, je me suis dit, mais oui, en fait, enfin, tu sais, enfin, je suis pas la première à dire ça, mais si le jour où tu comprends que c'est toi le problème, et ben c'est toi qui a la solution pour régler le problème, en fait. Ouais, par rapport au titre, j'ai l'impression que c'est voilà, ils disent ce que disent souvent les Américains, voilà, il faut prendre le volant et gérer sa vie, quoi. Il faut pas être dans le Exactement, c'est un siège du Américain, passager. hein. Ouais, voilà, Ouais, donc c'est j'ai un compris, Américain. vu le titre, j'ai compris un peu l'esprit. Ouais. Il Voilà, c'est ça. Et faut pas être moi, dans je le sais siège du qu'il faut. passager, il faut être dans le siège du conducteur. Exactement. Voilà. D'accord, bon, bah, je vais mettre le lien pour ceux qui sont intéressés. Et dernière question, et que tu n'as pas préparé, c'est bien. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, alors moi, je rêverais d'être meilleure en informatique, tu vois, de savoir coder. Alors non, mais tu ris parce que Non, parce que tu n'es pas la seule, c'est pour ça. ah bon, Si tu parce écoutes que d'autres là, épisodes, maintenant, il y a un tiers, si ce n'est pas la moitié, tout le monde veut coder. ben oui, parce qu'en fait, ça permet, tu vois, là, j'ai fait beaucoup de progrès en communication digitale, j'ai appris à faire un peu de graphisme, ça m'a beaucoup simplifié les choses, c'est pour ça que je suis en train de travailler sur mon site. Mais c'est vrai que tout ce qui est codé, informatique, je pense que ça me permettrait de faire beaucoup plus de choses et d'avoir beaucoup plus de liberté dans le monde dans lequel on vit, parce que beaucoup de choses sont liées à ça. Et j'exclus pas un jour de me former sur ces questions. En fait, moi j'adore me former sur les choses. J'aime bien l'idée d'être autonome, de savoir bricoler, de savoir faire les choses, pour pas dépendre d'autres personnes sur des choses un petit peu simples. Ça, je sens que le codage c'est pas très simple, mais voilà, si je travaille un jour sur une question, ce serait le codage. Ou alors le jour où j'aurai une maison, tout ce qui est lié à la permaculture, tu vois, avoir son potager, etc. Voilà. Permaculture. Disons que ça, c'est D'accord. les deux savoir-faire que j'envisage d'avoir d'ici ma retraite, on va dire. Bon, on en reparlera au prochain épisode. On te Ok. réinvitera pour voir où tu en es. Surtout que tu vas sortir une formation, donc n'hésite pas à revenir nous voir. Donc, Héloïse, grand merci. Merci à toi. Ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.